Personne n'était là quand ma fille a commencé sa chimio. 4 jours plus tard, ma sœur m'a envoyé un SMS, besoin de 55 000 € pour ma galerie d'art. Je lui ai envoyé 1 € avec le message, achète-toi un pinceau. Puis j'ai bloqué leur accès à mon compte. Le lendemain matin, son fiancé l'a découvert. Je m'appelle Béatrice Dubois, j'ai 34 ans. Et le jour où l'on a diagnostiqué une leucémie à ma fille Léa a été le jour où j'ai appris qui serait réellement à nos côtés quand ça comptait vraiment. Ni mes parents, ni ma sœur. Personne ne s'est présenté à sa première séance de chimiothérapie il y a 4 jours. Mais ce matin, mon téléphone s'est allumé avec un texto de ma sœur. Besoin de 5 000 € pour une opportunité de galerie d'art. J'ai envoyé 1 € avec la note achète-toi un pinceau et j'ai gelé leur accès à mes comptes. Si vous regardez cette vidéo, merci de liker et de vous abonner pour montrer votre soutien aux familles qui traversent des épreuves similaires. Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez et si vous avez déjà dû fixer des limites avec votre famille pendant une crise. Avant que le cancer n'envahisse nos vies, j'avais ce que la plupart considéraient comme une vie réussie. En tant que conseillère financière dans l'un des plus grands cabinets de Lyon, je m'étais bâti une réputation en aidant mes clients à assurer leur avenir grâce à des investissements intelligents et une planification minutieuse. Mon bureau surplombait la Saône, et j'étais fier de la carrière que j'avais construite à force de travail et de détermination. Mais rien dans ma vie n'était comparable à la joie d'être la maman de Léa. Ma fille de 9 ans était le centre de mon univers. Avec ses boucles blondes rebondies et son rire contagieux, elle illuminait chaque pièce où elle entrait. Le week-end, nous avions nos traditions spéciales. Les samedis matins étaient consacrés aux crêpes en forme d'animaux, suivis de ses cours de danse classique, où je m'asseyais au fond en prétendant ne pas pleurer pendant ses solos. Les dimanches après-midi étaient dédiés aux expériences scientifiques dans la cuisine, se terminant souvent avec de la pâte à prout bleue dans ses cheveux ou des volcans de bicarbonate de soude en éruption sur nos plans de travail. Léa et moi étions seuls depuis mon divorce avec Thomas il y a 3 ans. La séparation avait été assez amicale, bien que le nouveau travail de Thomas sur la Côte d'Azur signifie que ses visites à Léa étaient moins fréquentes qu'il ne l'aurait souhaité. Il essayait d'être présent grâce à des appels vidéo hebdomadaires, mais il était clair que j'étais le parent principal de Léa, sa constante, son roc. Mon propre contexte familial était compliqué. J'ai grandi dans la richesse et les privilèges, mais le soutien émotionnel a toujours été une denrée rare. Mes parents, Gérard et Martine Dubois, avaient bâti une entreprise de promotion immobilière prospère dans la région Rhône-Alpes. Ils subvenaient à nos besoins matériels, mais la chaleur et la connexion authentique étaient rares chez nous. Ma sœur Vanessa, de 2 ans ma cadette, a toujours été l'enfant chéri, l'artiste au talent spécial qui avait besoin de plus d'attention, de plus de ressources et de plus de pardon lorsqu'elle gaspillait inévitablement les deux. Dès l'enfance, j'ai endossé le rôle de celle qui répare les pots cassés dans la famille. Quand Vanessa a accidenté sa première voiture à 16 ans, j'ai aidé à couvrir l'affaire pour lui épargner la colère de notre père. Quand elle a abandonné l'université pour se chercher en Europe, j'ai géré les attentes de nos parents. Quand sa première galerie a fait faillite parce qu'elle passait plus de temps au vernissage qu'à gérer l'entreprise, je l'ai aidé à démêler le gâchis financier. C'est devenu un schéma que je n'arrivais pas à briser, même en construisant ma propre vie et ma carrière. Ma grand-mère, Éléonore, était différente. Elle avait grandi pendant la Grande Dépression et comprenait la valeur de l'indépendance financière, surtout pour les femmes. Ne te mets jamais dans une position où tu ne peux pas partir, me disait-elle. Sous sa direction, j'ai appris à investir judicieusement, à épargner agressivement et à construire un filet de sécurité capable de résister à n'importe quelle tempête. Du moins, c'est ce que je pensais. À 34 ans, j'avais accumulé des économies et des investissements importants. Il y a environ 5 ans, j'ai ouvert un compte d'investissement joint spécifiquement destiné aux urgences familiales, le faisant finalement atteindre 750 000 €. J'avais donné l'accès à mes parents et à ma sœur en précisant explicitement que c'était uniquement pour de vraies urgences, juste au cas où quelque chose m'arriverait, avais-je dit, pensant principalement à m'assurer que l'on s'occuperait de Léa si quelque chose m'arrivait. Les premiers signes que quelque chose n'allait pas avec Léa sont apparus si progressivement que je les ai presque manqués. Des bleus inhabituels sur ses tibias et ses bras qu'elle ne pouvait pas expliquer, une fatigue qui semblait excessive même pour une fillette active de 9 ans, des fièvres récurrentes qui montaient en flèche puis disparaissaient pendant des jours. J'ai d'abord attribué cela au boss normal de l'enfance et au virus saisonnier. Mais quand elle s'est endormie à sa fête d'anniversaire, j'ai su que quelque chose n'allait vraiment pas. Le visage inquiet de la pédiatre m'a tout dit avant même que les mots aux numérations globulaires anormales ne sortent de sa bouche.
L'orientation vers l'hôpital femme-mère-enfant de Lyon s'est faite en quelques heures et 3 jours plus tard, nous étions assises dans le bureau du docteur Martin alors qu'il expliquait doucement que Léa avait une leucémie lymphoblastique aiguë. La bonne nouvelle, dit le docteur Martin, ses yeux bienveillants rencontrant les miens par-dessus ses lunettes, c'est que le taux de survie pour ce type de leucémie est supérieur à 90% avec un traitement approprié. Léa est jeune, en bonne santé par ailleurs, et nous l'avons détecté relativement tôt. Le plan de traitement qu'il a exposé était intensif, 2 à 3 ans de thérapie commençant par un mois de chimiothérapie d'induction agressive. Il a expliqué les implications financières aussi délicatement que possible, discutant de la couverture de l'assurance, des plafonds de reste à charge et de la réalité que même avec une bonne mutuelle, le fardeau financier serait substantiel. Je me souviens avoir hoché la tête calmement, l'assurant que les finances ne seraient pas un obstacle au traitement de Léa. Je m'étais préparé aux urgences. J'avais le fonds d'urgence. J'avais une famille qui se rallierait sûrement à nous dans cette crise. Nous avons du soutien, dis-je au docteur Martin avec confiance. Nous ne traverserons pas cela seuls. Alors que nous programmions la première séance de chimiothérapie de Léa, j'ai envoyé un texto à ma famille avec notre emplacement et le calendrier du traitement. Vanessa a immédiatement répondu avec des émojis de cœur et des promesses d'apporter la couverture préférée de Léa de son enfance. Mes parents ont appelé en quelques minutes, ma mère pleurant et promettant qu'ils seraient là à chaque étape. Je les ai crus. C'était ma première erreur. Le matin du premier traitement de chimiothérapie de Léa s'est levé, clair et lumineux. Une belle journée de septembre qui semblait cruellement en décalage avec ceux qui nous attendaient. Nous sommes arrivés à l'hôpital femme-mère-enfant à 7h30. Léa serrait sa girafe en peluche, Georges, qui était son compagnon constant depuis ses 3 ans. Le service d'oncologie pédiatrique était coloré et joyeux d'une manière qui rendait tout encore plus surréaliste. « Quand est-ce que Tati Vanessa arrive avec ma couverture spéciale ?» demanda Léa alors que l'infirmière, Sophie, préparait sa perfusion. Elle a promis qu'elle serait là avant qu'il ne commence. « Je suis sûr qu'elle est juste en retard, ma chérie, dis-je en vérifiant à nouveau mon téléphone. Pas de message, pas d'appel manqué. Je suis sorti dans le couloir pour passer quelques appels. Le téléphone de ma sœur est allé directement sur la messagerie vocale. Mon père a répondu brièvement, marmonnant quelque chose sur le fait que ma mère ne se sentait pas bien avant de dire qu'il devait aller à une réunion. Au moment où les premières gouttes de chimiothérapie sont entrées dans les veines de Léa, la salle d'attente est restée remarquablement vide. Pas de famille, pas de soutien, juste Léa et moi face au jour le plus effrayant de nos vies, ensemble. Sophie, l'infirmière principale de Léa, a dû remarquer mes regards répétés vers la porte. Les premiers traitements sont souvent les plus difficiles pour les familles, dit-elle gentiment. Parfois, les gens ne savent pas quoi dire, alors ils restent à l'écart. Pendant que Léa somnolait, j'ai vérifié mes emails sur mon téléphone et j'ai remarqué une notification de ma banque. Un retrait de 2800 € du fonds d'urgence familiale effectué au Bon Marché à Paris. J'ai froncé les sourcils en regardant l'écran, supposant que ce devait être une sorte d'erreur. Qui ferait du shopping dans un grand magasin de luxe le matin même où ma fille commençait sa chimiothérapie? Le soir, Léa était violemment malade à cause de la chimio. Son petit corps était secoué par des nausées que les antiémétiques peinaient à calmer. Nous avons passé la nuit dans la salle de bain de son hôpital, moi lui tenant les cheveux pendant qu'elle vomissait à plusieurs reprises, puis dormant ensemble sur un lit de fortune fait de couverture d'hôpital sur le sol de la salle de bain quand elle était trop faible pour retourner au lit. Pendant l'un des brefs moments où Léa dormait, j'ai vérifié mon téléphone pour trouver 6 appels manqués de mes parents et de ma sœur. Mon cœur a bondi un instant, pensant qu'ils appelaient pour prendre des nouvelles de Léa, jusqu'à ce que j'écoute les messages vocaux. Béatrice, ma chérie, la voix de ma mère semblait tendue. Je sais que Léa avait son traitement aujourd'hui, mais j'ai dû gérer ces terribles migraines à cause de tout ce stress. Nous pensons à vous deux. Peut-être que nous pourrons passer demain si je me sens mieux. Le message de ma sœur était encore plus révélateur. Salut sœurette, désolé de ne pas avoir pu venir aujourd'hui. J'avais une réunion absolument cruciale avec un propriétaire de galerie sur la rue du président Édouard Herriot. Une potentielle grande opportunité pour ma carrière. Léa va être en traitement pendant un certain temps, non? On aura tout le temps de passer. Je vous aime toutes les deux. Pas une seule question sur l'état de Léa. Pas une seule véritable excuse pour avoir rompu des promesses faites à une fillette de 9 ans terrifiée luttant contre le cancer. En parcourant mes messages, une autre notification bancaire est apparue. 4 500 € retirés,
libellé autour de luxe en Europe, et 2500 € supplémentaires à l'Arpège, l'un des restaurants les plus chers de Paris. Un sentiment glacial a commencé à se répandre dans ma poitrine. Avec des doigts tremblants, je me suis connecté à mon application bancaire pour vérifier le compte d'urgence familial que j'avais créé des années auparavant. Au cours des 3 jours écoulés depuis le diagnostic de Léa, il y avait eu plus de 14 000 € de retrait, tous effectués par ma sœur ou mes parents. Ma meilleure amie, Chloé, est arrivée le lendemain matin avec des muffins faits maison, des vêtements propres pour nous deux et du shampoing sec. « Tu as une mine affreuse », dit-elle en me serrant fort dans ses bras. « Personne n'est venu », ai-je murmuré, laissant enfin les larmes couler. Ma famille ne s'est pas montrée et maintenant je pense qu'ils dépensent l'argent du fonds d'urgence pendant que Léa se bat littéralement pour sa vie. L'expression de Chloé s'est durcie. « Comment ça, ils dépensent l'argent ?» Je lui ai montré l'historique des transactions et elle a juré à voix basse. « Appelle la banque, dit-elle. » Tout de suite. Le représentant du service client a confirmé mes craintes. Oui, il y avait eu plusieurs retraits au cours des derniers jours. Oui, ils avaient été effectués par les utilisateurs autorisés sur le compte, ma sœur et mes parents. Oui, tout était techniquement légal car je leur avais donné l'accès. Non, ils ne pouvaient rien faire à moins que je ne veuille le déclarer comme une fraude, ce qui pourrait entraîner des poursuites pénales contre ma propre famille. J'ai appelé ma sœur, sortant dans le couloir pendant que Chloé restait avec Léa. Vanessa a répondu à la première sonnerie, sa voix vive et décontractée comme si de rien n'était. « Qu'est-ce qui se passe avec les retraits du fonds d'urgence ?» ai-je demandé, essayant de garder ma voix stable. « Oh, ça, dit-elle d'un ton dédaigneux. Juste quelques investissements pour l'opportunité de la galerie. Tu sais comment ça marche. Il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Comment va la petite Léa ? Ces médecins sont toujours si dramatiques. Je suis sûr qu'elle ira très bien. Elle ne va pas bien, dis-je, ma voix se brisant. Elle a vomi toute la nuit. Elle a demandé après toi. Tu avais promis d'apporter sa couverture. Eh bien, on viendra quand les choses se calmeront, répondit vaguement Vanessa. C'est juste un mauvais moment en ce moment avec tout ce qui se passe avec la galerie et les événements pour l'enterrement de vie de garçon de Julien qui approche. Julien, le fiancé de ma sœur. La mention de son nom a déclenché un autre souvenir et j'ai rapidement cherché à nouveau dans l'historique des transactions. C'était là, 11 000 € à location de yacht de prestige juste hier, pendant que je tenais la main de ma fille alors que le poison s'égouttait dans ses veines pour tuer le cancer qui essayait de la tuer. Ma famille ne nous avait pas seulement abandonnés au moment où nous en avions besoin. Ils prenaient activement des ressources qui pourraient être cruciales pour l'avenir de Léa, pour son traitement, pour notre survie pendant cette crise. Et ils le faisaient pour du shopping de luxe, des dîners gastronomiques, des vacances et des enterrements de vie de garçon. La prise de conscience m'a frappé comme un coup de poing. Il ne s'agissait pas d'emploi du temps chargé ou d'un malaise avec les hôpitaux. Ce n'était même pas du simple égoïsme. C'était quelque chose de beaucoup plus froid, de beaucoup plus calculé. C'était de l'opportunisme dans sa forme la plus pure, profitant de ma distraction et de mon désespoir pour siphonner des ressources qu'il savait que je ne pouvais pas surveiller en étant assise au chevet de ma fille à l'hôpital. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu ma famille clairement, sans le brouillard de l'obligation ou de l'habitude. Et ce que j'ai vu m'a retourné l'estomac. À la 2e semaine du traitement de Léa, les changements physiques devenaient visibles. Des touffes de ses beaux cheveux blonds commençaient à apparaître sur son oreiller chaque matin. La première fois que c'est arrivé, elle m'a regardé avec une telle confusion que ça m'a presque brisé. Je l'ai aidé à choisir des foulards colorés en ligne, essayant de faire passer cela pour un choix de mode amusant plutôt qu'une nécessité. J'avais pris un congé d'urgence du travail, reconnaissante que mon entreprise ait une politique généreuse de congé familial pour raisons médicales. Malgré tout, la pression financière commençait à se faire sentir. Entre le parking de l'hôpital, les repas et les innombrables petites dépenses que l'assurance ne couvre pas, nos coûts quotidiens augmentaient rapidement. Antoine, un client de longue date devenu un ami, a proposé d'examiner mes finances lorsque j'ai mentionné mes préoccupations lors d'un bref échange de mails sur son portefeuille. Il est venu à l'hôpital un soir après que Léa se soit endormie, apportant son ordinateur portable et un sac de biscuits fait maison par sa femme. Ce ne sont pas juste quelques retraits, Béatrice, dit-il gravement après avoir examiné l'activité du compte. C'est systématique. Ils ont pris 40 000 € en seulement 2 semaines depuis le diagnostic de Léa. J'ai regardé la feuille de calcul qu'il avait créée, traçant les schémas de retrait.
Mes parents avaient réservé des vacances surprises aux Seychelles, débitées sur le fonds d'urgence à hauteur de 14 000 €. Ma sœur avait fait plusieurs virées shopping dans des boutiques à Paris et Lyon, pour un total de 8 000 €. Julien, son fiancé, avait acheté de nouveaux clubs de golf pour 2 800 €. Et ce n'était que les plus grosses transactions. Tu dois protéger ce qui reste, a conseillé Antoine. Ça ne s'arrêtera pas si tu ne l'arrêtes pas. Le lendemain, pendant que Léa passait des examens, je me suis rendu au manoir de banlieue de mes parents à Écully, la maison où j'ai grandi. Ses pelouses manucurées et sa façade imposante témoignaient du succès financier et de la gestion d'image soignée de mes parents. Ma mère a ouvert la porte en tenue de tennis, clairement surprise de me voir. « Béatrice, on ne t'attendait pas, Léa n'est pas à l'hôpital ?» Elle n'a pas bougé pour me laisser entrer. Elle passe des examens. « J'avais besoin de vous parler, à papa et à toi, en personne, dis-je en la dépassant pour entrer dans le hall en marbre. Mon père était dans son bureau, examinant des papiers. Il a levé les yeux avec une légère irritation quand je suis entré sans frapper. C'est à propos du compte, dis-je sans préambule, plaçant les impressions d'Antoine sur le bureau devant lui. Qu'est-ce qu'il y a avec le compte, demanda mon père, sans prendre la peine de regarder les papiers. Toi et maman avez retiré plus de 18 000 € depuis que Léa a été diagnostiquée. Vacances, restaurants, shopping. L'argent était pour les urgences. Ma fille a le cancer. C'est ça, l'urgence. Ma mère m'avait suivi dans le bureau et posa maintenant une main sur mon épaule. Ma chérie, nous comprenons que tu es sous un stress énorme en ce moment, mais nous avons tous été affectés par la maladie de Léa. Nous méritons un peu de réconfort pendant cette période difficile. J'ai repoussé sa main, incrédule. Du réconfort? Vous pensez mériter des vacances de luxe pendant que votre petite fille vomit du sang? Pendant que je dors sur un fauteuil d'hôpital depuis 2 semaines? Allons, Béatrice, intervint mon père avec le ton condescendant qu'il utilisait toujours quand j'étais émotive. Tu as toujours été financièrement responsable. Tu t'en sortiras. Léa a une bonne mutuelle, n'est-ce pas? Et le compte est pour les urgences familiales, pas seulement les tiennes. Est-ce que Vanessa vous a parlé des 50 000 € qu'elle veut pour son dernier projet de galerie, ai-je demandé, observant attentivement leur visage. Ils ont échangé un regard qui m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Ils étaient parfaitement au courant de tous les retraits, y compris ceux qu'ils n'avaient pas fait eux-mêmes. C'est une opportunité commerciale légitime, dit ma mère sur la défensive. Vanessa a un vrai talent, Béatrice. Tu as toujours été jalouse de ses dons artistiques. J'ai ri, un son rauque qui m'a surprise moi-même. Je ne suis pas jalouse de Vanessa. Je suis dégoûté par vous tous. Je suis parti sans un mot de plus, les mains tremblant si fort que je pouvais à peine reconduire jusqu'à l'hôpital. La réunion avec la conseillère financière de l'hôpital plus tard cette semaine-là n'a fait que confirmer ce que je savais déjà. Alors que l'assurance de Léa couvrirait environ 80% de son traitement, nous faisions face à des dépenses personnelles pouvant atteindre 140 000 € sur toute la durée de son plan de traitement. Et cela n'incluait pas les coûts pratiques d'avoir un enfant atteint de cancer, la perte de revenus due à la réduction des heures de travail, les aliments et fournitures spéciaux, le transport constant vers et depuis les établissements médicaux. La conseillère a suggéré doucement des ressources communautaires et a mentionné que de nombreuses familles se tournaient vers des plateformes de collecte de fonds pour aider à compenser ces coûts. J'ai hoché la tête, prenant des notes, mais un sentiment de nausée grandissait dans mon estomac. Ce soir-là, j'ai reçu un appel de Marilyn, une femme de notre paroisse qui organisait une collecte de fonds pour Léa. Béatrice, je suis tellement désolée, mais je voulais te faire savoir que nous avons décidé de reporter la collecte de fonds, dit-elle avec hésitation. Reporter? Pourquoi, ai-je demandé, sortant dans le couloir devant la chambre de Léa. Eh bien, ta mère a appelé plusieurs membres du comité. Elle a dit que tu avais beaucoup d'argent et que tu étais en fait mal à l'aise avec la collecte de fonds. Elle a dit que tu pensais que cela priverait de ressources des familles qui en ont vraiment besoin. La trahison m'a coupé le souffle. Non content de prendre de l'argent directement de notre fonds d'urgence, ma famille interférait maintenant activement avec le soutien de la communauté qui aurait pu aider à compenser les frais médicaux de Léa. Ce n'est pas vrai, dis-je fermement. Nous avons absolument besoin de l'aide, et je suis reconnaissante du soutien de la communauté. Oh, Marilyn semblait confuse. Ta sœur a dit à Patricia que tu étais juste dramatique à propos de l'état de Léa pour attirer l'attention, que les médecins vous avaient assuré qu'elle irait très bien avec un traitement minimal. Chaque mot était comme un couteau dans mon cœur.
pendant que j'étais assise avec ma fille à travers d'interminables prises de sang, ponction lombaire et perfusion de chimiothérapie, ma famille non seulement nous abandonnait, mais sapait activement notre système de soutien avec des mensonges. L'isolement devenait écrasant. Je passais 16 heures par jour à l'hôpital, essayant de gérer un peu de travail à distance pendant les brèves siestes de Léa, dormant sur le fauteuil inconfortable à côté de son lit et répondant aux appels de clients et de collègues inquiets. Mon monde s'était rétréci aux 4 murs de l'unité d'oncologie, au bip des moniteurs et à l'anxiété constante de voir ma fille souffrir. Un soir, alors que j'aidais Léa à manger quelques cuillerées de compote de pommes, la seule nourriture qu'elle pouvait garder ce jour-là, elle a posé la question que je redoutais. « Maman, pourquoi papy et mamie ne viennent pas me voir ? Et tati Vanessa, ils ne savent pas que je suis malade ?» J'ai posé la compote de pommes avec précaution, gagnant du temps pour composer ma réponse. « Ils le savent, ma chérie. Je pense que les hôpitaux les mettent mal à l'aise. » Léa a réfléchi à cela. « Peut-être qu'ils ont peur, a-t-elle suggéré, sa sagesse de 9 ans me brisant le cœur une fois de plus. Parfois, quand j'ai peur, je fais aussi semblant que la chose effrayante n'arrive pas. Peut-être que tu as raison, dis-je en lissant doucement son foulard. Mais tu sais qui n'a pas peur ? Tu es la personne la plus courageuse que je connaisse. Elle a souri faiblement. Et à ce moment-là, ma colère s'est cristallisée en détermination. Je protégerai cet enfant, mon enfant, de quiconque lui ferait du mal, financièrement ou émotionnellement, famille ou pas. Cette nuit-là, après que Léa se soit endormie, j'ai commencé à passer des appels, à ouvrir des comptes séparés auxquels seul moi pouvais accéder et à préparer des documents juridiques pour protéger ce qui restait de nos ressources. Le jour de la biopsie de la moelle osseuse de Léa a été particulièrement brutal. La procédure elle-même, bien que nécessaire pour évaluer la réponse de son cancer au traitement, impliquait l'insertion d'une grosse aiguille dans son os de la hanche pour extraire des échantillons de moelle. Malgré la sédation, c'était douloureux, et les suites l'ont laissé dans un inconfort considérable. Je lui ai tenu la main tout au long de la procédure, murmurant des encouragements alors que des larmes coulaient silencieusement sur son visage. Les techniciens étaient doux et efficaces, mais rien ne pouvait complètement éliminer la douleur d'une aiguille enfoncée dans l'os. Quand ce fut terminé, Léa était pâle et épuisée, son petit corps semblant encore plus petit contre les draps de l'hôpital. « Tu as été si courageuse, ma louloute », lui ai-je dit, utilisant mon surnom spécial pour elle. « Je suis tellement fier de toi. » Elle a réussi un faible sourire avant que les analgésiques ne la plongent dans un sommeil agité. Je suis resté assise près de son lit, surveillant les moniteurs, redressant ses couvertures, ajustant son foulard, n'importe quoi pour me sentir utile face à une telle impuissance. À 2 heures du matin, Léa s'était enfin installée dans un sommeil plus profond. Les analgésiques faisant enfin leur travail. Pour la première fois en 24 heures, j'ai vérifié mon téléphone, que j'avais mis en silencieux pendant la procédure et ses suites. Il y avait quelques textos de Chloé prenant des nouvelles, un message de mon patron, Stéphane, demandant si j'avais besoin de quoi que ce soit. Et puis, en haut de mes notifications, un texto de ma sœur, envoyé il y a à peine 1 heure. Besoin de 5 000 € pour opportunité galerie d'art. Investissement d'urgence pour un espace de galerie sur la rue du Président Édouard Herriot. Virement à faire avant demain matin. J'ai fixé le message, incapable de comprendre le niveau d'égocentrisme qu'il représentait. Mes mains ont commencé à trembler et je me suis sentie physiquement nauséeuse en lisant et relisant les mots « urgence ». Virement à faire avant demain matin. Dans mon esprit, j'ai repensé à des années d'urgence qui avaient nécessité mon intervention financière. 28 000 € pour l'atelier de poterie de Vanessa qui a fermé en 6 mois parce qu'elle s'était désintéressée. 23 000 € pour son diplôme d'histoire de l'art qu'elle n'a jamais terminé. D'innombrables prêts pour le loyer, les paiements de voiture, les factures de cartes de crédit qui n'ont jamais été remboursées, toujours avec la promesse que cette fois serait différente. Cette fois, l'investissement serait rentable. Cette fois, elle serait responsable. J'ai titubé jusqu'à la petite salle de bain attenante à la chambre d'hôpital de Léa. J'ai à peine réussi à y arriver avant de vomir à cause du stress et du choc. Agenouillé sur le carrelage froid, j'ai finalement craqué, sanglotant en silence dans une serviette de l'hôpital pour ne pas réveiller Léa. Toute la peur, l'épuisement et la trahison des dernières semaines se sont abattus sur moi en même temps, me laissant à bout de souffle entre les sanglots. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là, mais finalement, on a frappé doucement à la porte de la salle de bain. « Béatrice, ça va là-dedans ?» C'était Sophie, l'infirmière de nuit de Léa, sa voix inquiète. J'ai ouvert la porte,
sachant que je devais avoir une mine affreuse avec les yeux rouges et les joues tachées de larmes. Sophie m'a regardé et m'a guidé vers le petit canapé dans le coin de la chambre de Léa. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda-t-elle doucement. Sans un mot, je lui ai montré le texto de ma sœur. L'expression de Sophie s'est durcie, quelque chose comme de la colère brillant dans ses yeux normalement doux. « Tu dois appeler quelqu'un, dit-elle fermement. Une amie, un thérapeute, un avocat. Tu as besoin de soutien maintenant. » J'ai hoché la tête, engourdi, et je suis sorti dans le couloir pour appeler Chloé. Malgré l'heure tardive, elle a répondu immédiatement, comme si elle avait attendu mon appel. « Ils veulent 50 000 €, dis-je sans préambule, ma voix se brisant. Pour une galerie d'art. Pendant que Léa est allongée ici avec des tubes qui sortent de son corps. La réponse de Chloé a été immédiate et grossière, validant ma colère d'une manière qui m'a semblé être une bouée de sauvetage dans une mer déchaînée. « Tu dois les couper, dit-elle finalement. Tous. Ce sont des vampires, Béatrice. Ils te videront jusqu'à la dernière goutte et ne laisseront rien pour toi et Léa. Je sais, dis-je, sentant un étrange calme m'envahir. Je sais exactement ce que je dois faire. De retour dans la chambre de Léa, j'ai regardé la poitrine de ma fille se soulever et s'abaisser dans son sommeil, son visage paisible pour la première fois depuis des jours. À ce moment-là, tout est devenu limpide. Il n'y avait qu'une seule voie à suivre. À 3h47 du matin, j'ai viré exactement 1 € sur le compte de ma sœur avec une ligne de mémo qui disait, simplement, « Achète-toi un pinceau ». Puis, j'ai joint des captures d'écran de tous les retraits non autorisés des 2 dernières semaines, totalisant plus de 40 000 €, et je les ai envoyés à ma sœur, à mes parents, et après un moment d'hésitation, à Julien, le fiancé de ma sœur. Laissez-le voir exactement dans quel genre de famille il allait se marier. Ensuite, j'ai appelé la ligne d'urgence 24H24 de ma banque et j'ai parlé à un représentant pour geler immédiatement les comptes joints et révoquer toutes les autorisations d'accès. J'ai ouvert de nouveaux comptes uniquement à mon nom pour les frais médicaux de Léa et j'ai transféré ce qui restait du fonds d'urgence sur ces comptes protégés. Enfin, j'ai composé un unique message à mon groupe de discussion familiale. Pendant que Léa se bat pour sa vie, vous avez volé son avenir. C'est fini. Ne me contactez pas, ni Léa, à moins que vous ne soyez prêt à effectuer une restitution complète et à présenter des excuses sincères. Toute nouvelle tentative d'accès au fonds ou d'interférence avec nos systèmes de soutien sera suivie d'une action en justice. J'ai éteint mon téléphone, l'ai posé sur la table de chevet et suis retourné au chevet de ma fille. Quelle que soit la tempête qui résulterait de mes actions, je la surmonterai. Pour Léa, je serai à la fois le mur qui protège et le pont qui soutient. Famille ou pas, je ne laisserai plus personne compromettre ses soins ou son avenir. Alors que l'aube commençait à filtrer à travers les stores de l'hôpital, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas connu depuis le diagnostic, la paix. Pas le bonheur, pas le soulagement, mais la certitude tranquille qui vient du fait de se tenir enfin dans sa propre vérité. Le lendemain matin où j'ai gelé les comptes a apporté un moment de joie inattendu. Le docteur Martin étant très tôt, son visage normalement sérieux s'illuminant d'un large sourire en examinant les derniers résultats de laboratoire de Léa. Les premiers chiffres sont encourageants, dit-il, me montrant le tableau avec ses rangées de valeurs que j'apprenais lentement à interpréter. Son taux de blast diminue plus vite que ce que nous voyons habituellement à ce stade. C'est très tôt, mais c'est un indicateur positif qu'elle répond bien au protocole de traitement. Léa, encore groggy à cause des analgésiques, s'est un peu redressée à son ton. Ça veut dire que le méchant médicament fonctionne? Il semble bien que oui, répondit le docteur Martin, lui faisant un doux high five. Tu te débrouilles très bien, Léa. Le personnel infirmier a apporté un petit gâteau avec une bougie pour célébrer les bons résultats de laboratoire. Et pendant un bref instant étincelant, tout a semblé presque normal. Le sourire de Léa, bien que fatigué, était authentique, et je me suis permis de savourer cette petite victoire. Le répit fut de courte durée. Quand j'ai finalement rallumé mon téléphone vers midi, il a explosé de notifications. 23 appels manqués de mes parents, 46 textos de ma sœur, allant de la confusion à l'indignation, des messages vocaux que je ne pouvais pas encore me résoudre à écouter. Mais le plus surprenant, 5 appels manqués de Julien, le fiancé de ma sœur, et un texto demandant si nous pouvions nous voir. Les messages de ma famille étaient exactement ce que j'attendais, un mélange d'indignation vertueuse et de culpabilisation manipulatrice. Comment oses-tu nous embarrasser comme ça? Ma mère. Tu n'as aucun droit de restreindre notre accès après tout ce que nous avons fait pour toi. Mon père.
Je vais te poursuivre pour diffamation. Julien est furieux de tes mensonges. Vanessa. Chaque message ne faisait que confirmer que j'avais pris la bonne décision. Aucun d'eux n'exprimait d'inquiétude pour Léa. Aucun ne reconnaissait les retraits inappropriés. Aucun ne montrait la moindre once de remords. J'ai contacté Diane, une amie avocate spécialisée en droit de la famille, et elle a accepté de me rencontrer à l'hôpital cet après-midi-là. Nous nous sommes assises à la cafétéria, pendant qu'une spécialiste de la vie infantile faisait de l'art-thérapie avec Léa à l'étage. Légalement, tu es sur un terrain solide, m'a assuré Diane. Après avoir examiné la documentation du compte et l'historique des retraits, tu as créé le compte et, bien que tu leur aies donné accès, tu peux démontrer que les retraits étaient contraires à l'objectif déclaré du fonds, surtout compte tenu du moment coïncidant avec la crise médicale de Léa. Elle m'a aidé à rédiger des lettres officielles révoquant toutes les autorisations financières et décrivant les conditions dans lesquelles j'envisagerais toute forme de réconciliation, en commençant par le remboursement intégral des fonds détournés. Nous avons également discuté d'ordonnances d'éloignement en dernier recours si le harcèlement continuait ou s'intensifiait. Je n'aurais jamais pensé avoir besoin d'une protection juridique contre ma propre famille, dis-je, la réalité de la situation me frappant à nouveau. Malheureusement, ce n'est pas rare, répondit doucement Diane. Les crises médicales révèlent souvent le vrai caractère des gens, pour le meilleur ou pour le pire. De retour dans la chambre de Léa, j'ai été surprise de trouver un grand panier cadeau et une pile d'enveloppes sur la table de chevet. L'infirmière a expliqué que mes collègues de travail les avaient livrés pendant que je rencontrais Diane. À l'intérieur du panier se trouvaient des articles de confort pour Léa et moi. Des couvertures douces soigneusement sélectionnées, des produits de soins doux pour la peau de Léa abîmée par la chimio, des livres audio, des chaussettes douillettes et des cartes cadeaux pour des services de livraison de repas. Les enveloppes contenaient des cartes signées par tout le monde au cabinet, beaucoup incluant des cartes cadeaux ou de petites sommes en espèces pour aider aux dépenses. Plus tard cet après-midi-là, mon patron Stéphane a appelé. Béatrice, je veux que tu saches que les partenaires se sont réunis ce matin et ont unanimement accepté de prolonger ton congé payé à 6 mois si nécessaire, dit-il sans préambule. Tes clients sont bien pris en charge, et ton poste t'attendra quand Léa ira mieux. J'étais sans voix, les larmes me montant aux yeux face à cette gentillesse inattendue. Nous avons également mis en place un fonds pour les dépenses de Léa, continua Stéphane. Tout le monde au bureau a contribué et plusieurs clients importants ont demandé à faire un don également lorsqu'ils ont appris la situation. Je ne sais pas quoi dire, ai-je finalement réussi à articuler. Ne dis rien. Prends juste soin de cette petite fille. Et Béatrice, j'espère que ça ne te dérange pas, mais j'ai pris la liberté d'avoir une conversation avec les partenaires principaux sur ta situation familiale. Nous voulons que tu saches que si tu as besoin d'un soutien juridique au-delà de ce que Diane peut fournir, les avocats du cabinet sont à ta disposition. Pro bono. Ce soir-là, alors que j'aidais Léa à dîner, le bureau de la sécurité de l'hôpital a appelé pour m'informer que ma sœur était dans le hall, exigeant de me voir et faisant une scène. Je ne peux pas quitter Léa, leur ai-je dit. Et je ne veux pas voir ma sœur en ce moment. Compris, répondit calmement l'agent de sécurité. Nous allons gérer ça. D'un ami qui était en visite à ce moment-là, j'ai appris plus tard que Vanessa avait en effet fait tout un spectacle, alternant entre des plaidoyers larmoyants sur la loyauté familiale et des accusations stridentes sur mon état mental et ma paranoïa infondée. La sécurité l'avait finalement escortée dehors lorsqu'elle avait refusé de partir volontairement. L'intervention la plus inattendue est venue 3 jours plus tard lorsque ma grand-mère Éléonore est arrivée à l'improviste à l'hôpital, ayant pris l'avion depuis sa maison de retraite sur la côte d'Azur dès qu'elle a appris ce qui se passait. À 85 ans, grand-mère Éléonore était toujours une présence redoutable, ses cheveux argentés coupés dans un carré élégant, sa posture militaire droite malgré son âge. Elle a jeté un regard à Léa, mince et pâle dans son lit d'hôpital, et son expression s'est assombrie d'une fureur que j'avais rarement vue. Ce n'est pas ce qu'une famille fait, a-t-elle déclaré sèchement, déposant un doux baiser sur le front de Léa avant de se tourner vers moi. Ton grand-père et moi n'avons pas travaillé jusqu'à l'os pour construire un héritage afin que ces gens se comportent comme de vulgaires voleurs. Elle est restée 3 jours, dormant dans un hôtel voisin mais passant chaque jour à l'hôpital. Le 2e jour, elle a convoqué mon père pour le rencontrer à la cafétéria de l'hôpital. Je n'étais pas présente pour leur conversation, mais quand mon père est parti 1 heure plus tard, son visage était cendré et il n'a regardé personne dans les yeux. J'ai rappelé à ton père quelques vérités importantes, m'a dit plus tard grand-mère Éléonore, y compris le fait que je contrôle toujours des parts importantes du trust familial, et que je n'hésiterai pas à faire des changements pour refléter ma déception face à ses choix.
Grâce aux relations de grand-mère Éléonore, j'ai été introduite à un groupe de soutien spécifiquement pour les parents d'enfants atteints de cancer. Pour la première fois depuis le diagnostic de Léa, je me suis retrouvée parmi des gens qui comprenaient vraiment ce que nous traversions, sans jugement ni platitude. C'est dans ce groupe que j'ai rencontré Ryan, un père célibataire dont le fils Max était en traitement pour le même type de leucémie que Léa, bien qu'il ait un an d'avance dans le processus. Les conseils pratiques et la force tranquille de Ryan sont devenus une bouée de sauvetage pour moi dans les semaines qui ont suivi, tout comme les amitiés que j'ai nouées avec d'autres parents du groupe. Avec l'aide d'un thérapeute recommandé par l'assistante sociale de l'hôpital, j'ai commencé à travailler sur les émotions complexes entourant la trahison de ma famille. La culpabilité que j'avais portée pendant des années à propos de la fixation de limites, la peur d'être considérée comme égoïste ou froide, la croyance profondément ancrée que la loyauté familiale exigeait un sacrifice de soi sans fin, tout a jailli lors de ces séances. La loyauté familiale devrait aller dans les deux sens, a souligné doucement ma thérapeute. Tu ne leur as pas manqué. Ils t'ont manqué, à toi et à Léa, quand vous aviez le plus besoin d'eux. Lentement, douloureusement, j'ai commencé à libérer la culpabilité et à accepter les limites claires que j'avais établies. Il ne s'agissait pas de punition ou de vengeance. Il s'agissait de protection, de préservation et de priorisation de ce qui comptait vraiment, la santé de Léa et notre avenir ensemble. Alors que la phase initiale de traitement de Léa progressait, j'ai canalisé mon expertise financière dans quelque chose de positif, créant une petite fondation pour fournir des subventions d'urgence aux familles confrontées au cancer infantile. Le projet m'a donné un but au-delà de notre crise immédiate et a créé une voie pour l'élan de soutien communautaire qui a continué à me surprendre et à m'humilier. Pour la première fois de ma vie d'adulte, j'apprenais à recevoir de l'aide plutôt que d'être toujours celle qui la fournissait. C'était inconfortable au début, mais en voyant la joie que cela procurait aux autres de nous soutenir, j'ai commencé à comprendre que permettre aux gens d'aider était sa propre forme de don. 2 semaines après avoir gelé les comptes, Léa a commencé à montrer des signes clairs de réponse positive à son traitement. Son énergie s'est légèrement améliorée. Elle était capable de garder de petits repas, et surtout, ses analyses de sang continuaient à évoluer dans la bonne direction. Nous avons établi une nouvelle routine de jour à l'hôpital et de jour à la maison, chérissant les brèves périodes où nous pouvions dormir dans nos propres lits. Un rare après-midi, alors que Léa se sentait assez bien pour s'asseoir dans le jardin de l'hôpital avec un bénévole qui lui lisait des histoires, je suis allé à la cafétéria pour un café bien mérité. Je regardais distraitement la sélection de muffins quand quelqu'un s'est raclé la gorge derrière moi. Béatrice. Je me suis retourné pour trouver Julien, le fiancé de ma sœur, debout maladroitement à quelques pas. Grand et conventionnellement beau d'une manière BCBG, il semblait inconfortablement déplacé dans ses vêtements décontractés coûteux au milieu de l'environnement pratique de l'hôpital. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» ai-je demandé, trop surprise pour être poli. « J'espérais que nous pourrions parler, » dit-il en désignant une table vide dans le coin. « S'il te plaît, juste pour quelques minutes. » Contre mon meilleur jugement, je l'ai suivi jusqu'à la table. Nous nous sommes assis dans un silence inconfortable un moment avant qu'il ne parle. « Je ne savais pas, » dit-il finalement, sa voix basse. « Pour Léa. Vanessa m'a dit qu'elle avait une petite infection. Rien de grave. Elle a dit que tu étais dramatique à ce sujet pour attirer l'attention. » Je l'ai regardé, incrédule. Tu n'as pas pensé à te demander pourquoi une petite infection nécessiterait une hospitalisation ou une chimiothérapie ou pourquoi personne dans la famille ne venait la voir? Il a rougi, baissant les yeux sur ses mains. J'aurais dû, mais Vanessa t'a toujours dépeinte comme difficile, jalouse d'elle, encline à l'exagération. Et l'argent, ai-je demandé froidement. Les retraits, la location de yacht pour ton enterrement de vie de garçon, c'était aussi mon exagération? Le rougissement de Julien s'est intensifié. On m'a dit que tu avais tout approuvé, que ça venait de bénéfices d'une entreprise familiale qui était distribuée. Je ne savais pas que c'était d'un fonds d'urgence, surtout pas avec Léa malade. Une partie de moi voulait le réprimander pour son aveuglement volontaire, mais le choc et la consternation authentique sur son visage suggéraient qu'il disait peut-être la vérité. Vanessa l'avait manipulé tout comme elle avait manipulé tout le monde. Qu'est-ce qui se passe maintenant, ai-je demandé, sans vraiment attendre de réponse. J'ai reporté le mariage, dit doucement Julien. J'ai rendu la bague. En fait, cela m'a vraiment surprise. Tu as rompu les fiançailles. Il a hoché lentement la tête. Comment aurais-je pu faire autrement? Il ne s'agit pas seulement d'argent, même si c'est déjà assez grave. C'est une question de caractère.
de la façon dont quelqu'un se comporte quand les choses deviennent difficiles. Je n'arrête pas de penser, et si nous avions des enfants un jour et que l'un d'eux tombait malade? Les abandonnerait-elle aussi? Il a mis la main dans sa poche et en a sorti une enveloppe. J'ai vendu les clubs de golf et quelques autres choses. Ce n'est pas tout ce qui a été pris, mais c'est un début. Pour le traitement de Léa. J'ai accepté l'enveloppe en silence, trop abasourdi pour répondre immédiatement. Je suis désolé, a-t-il continué. J'aurais dû voir clair plus tôt, poser plus de questions. Je voulais juste te dire que tout le monde dans la vie de Vanessa ne soutient pas ce qu'elle a fait, ce qu'ils ont tous fait. Après le départ de Julien, je suis resté seul à la cafétéria pendant un long moment, essayant de digérer ce développement inattendu. Sa visite représentait quelque chose que je n'avais pas anticipé, des conséquences pour ma famille au-delà de mon simple retrait de soutien financier. Leurs actions commençaient à impacter d'autres aspects de leur image sociale soigneusement construite. Au cours des jours suivants, j'ai appris par des connaissances communes que l'histoire de ce que ma famille avait fait se propageait dans notre cercle social. Des amis prenaient parti, beaucoup exprimant leur choc et leur déception envers mes parents et ma sœur. Des associés de mon père prenaient discrètement leur distance, mal à l'aise avec la révélation de son caractère quand il s'agissait de la maladie de sa propre petite-fille. Mes parents ont tenté une sorte de réconciliation, se présentant à l'hôpital un après-midi avec des fleurs et un chèque de 4 500 €, une fraction de ce qu'ils avaient pris. Nous avons peut-être été hâtifs, dit mon père avec raideur, clairement mal à l'aise avec tout ce qui ressemblait à des excuses. Les émotions étaient vives pour tout le monde. Nous aimerions mettre ce malheureux malentendu derrière nous, ajouta ma mère, tendant la main vers celle de Léa. Léa, qui était renfermée depuis leur arrivée, retira sa main. Vous n'êtes pas venu quand je vomissais tous les jours, dit-elle doucement. Vous ne vous en souciez pas alors. Ma mère a semblé atterrée, mais s'est vite ressaisie. Ma chérie, bien sûr que nous nous en soucions. Nous laissions juste à ta mère de l'espace pour gérer les choses à sa manière. Je me suis levé, signalant la fin de leur visite. Les actions ont des conséquences, dis-je fermement. Si vous voulez une relation avec nous à l'avenir, vous devrez démontrer un changement sincère, en commençant par la restitution intégrale des fonds qui ont été pris. Tu ne peux pas nous empêcher de voir notre petite fille, commença mon père, la voix s'élevant. En fait, si, elle le peut, l'interrompit grand-mère Éléonore, qui était assise tranquillement dans le coin pendant tout l'échange. Et elle devrait, jusqu'à ce que vous vous souveniez de ce que signifie être des êtres humains décents. Alors que la nouvelle de la confrontation avec mes parents se répandait, le comportement de ma sœur est devenu de plus en plus erratique. Elle a commencé à publier des accusations à peine voilées sur les réseaux sociaux, se présentant comme la victime de ma dépression nerveuse et de mon abus financier. Elle prétendait que j'avais toujours été jalouse de ses talents et que j'utilisais la maladie de Léa pour la punir de son succès. J'ai maintenu un silence digne, refusant de m'engager dans une bataille publique qui ne ferait que me distraire de ce qui comptait, le rétablissement de Léa. Mais d'autres n'ont pas été si réservés. Des amis, des collègues et même de simples connaissances ont commencé à commenter ses publications, remettant en question sa version des faits et soulignant son absence remarquée de l'hôpital. La révélation finale est venue lorsque l'associé de longue date de mon père m'a appelé pour m'informer qu'un audit interne avait découvert des preuves que Vanessa détournait des fonds de l'entreprise familiale depuis des années, avec de petites sommes prises régulièrement au fil du temps. Mes parents en étaient apparemment conscients, mais l'avaient couvert pour éviter le scandale. Je ne peux pas être associé à ce genre d'improbité financière, m'a-t-il dit gravement. Je voulais que tu saches que j'ai dissous notre partenariat et que je vais créer ma propre entreprise. Ton père fait face à de sérieuses contraintes financières en conséquence. Alors qu'une partie de moi se sentait vengée par ces développements, une autre partie se sentait simplement triste. La famille que j'avais connue se désintégrait, révélant que peut-être elle n'avait jamais été aussi solide que je l'avais cru. Pendant tout ce temps, je suis resté concentré sur ce qui comptait vraiment, le traitement de Léa, son confort et la création d'un environnement paisible pour sa guérison. Les gens disent des choses vraiment méchantes sur papy, mamie et tati Vanessa, a observé Léa un soir alors que je l'aidais avec ses devoirs pendant une bonne journée. Oui, c'est vrai, ai-je reconnu, ne voulant pas lui mentir. Sont-ils de mauvaises personnes, demanda-t-elle, son front se plissant comme il le faisait quand elle essayait de comprendre quelque chose de complexe. J'ai réfléchi soigneusement à ma réponse. Je ne pense pas qu'ils soient de mauvaises personnes, ma louloute. Je pense qu'ils ont fait de mauvais choix, et les choix ont des conséquences. Léa a hoché la tête solennellement. Comme quand je choisis de ne pas réviser pour une dictée,
la conséquence est une mauvaise note. Quelque chose comme ça, ai-je convenu. Mais des choix beaucoup plus grands avec des conséquences beaucoup plus grandes. Est-ce qu'on les reverra un jour, demanda-t-elle, sa voix petite. Je les serrai contre moi, faisant attention à sa perfusion. Je ne sais pas, ma chérie. Cela dépend s'ils peuvent apprendre de leurs erreurs et faire de meilleurs choix à l'avenir. Mais quoi qu'il arrive avec eux, toi et moi, nous sommes une équipe, toujours. Elle s'est appuyée contre moi, semblant satisfaite de cette réponse, et est retournée à ses problèmes de maths. Dans sa sagesse, elle avait une fois de plus percé toute la complexité des adultes pour aller au cœur du sujet, les choix, les conséquences et le lien indéfectible entre nous qui survivrait à tout ce qui viendrait ensuite. 6 mois après le diagnostic de Léa, nous avons reçu la nouvelle que nous avions désespérément espérée, son cancer était en rémission. La route n'était pas terminée, loin de là, avec une thérapie d'entretien qui nous attendait encore pendant 1 an et demi. Mais la phase de traitement la plus intensive était derrière nous, et Léa était autorisée à retourner à l'école à temps partiel. Le matin de sa rentrée, je l'ai regardée choisir avec soin un foulard jaune vif pour couvrir la repousse encore clairsemée de ses cheveux. Elle avait perdu du poids pendant le traitement et son uniforme flottait sur elle, mais ses yeux brillaient d'excitation. « Je suis belle ?» demanda-t-elle en tournant sur elle-même devant le miroir. « Tu es parfaite ?» l'ai-je assuré en retenant mes larmes. « Absolument parfaite. » En la regardant entrer dans sa salle de classe, accueillie avec enthousiasme par les professeurs et les camarades qui avaient gardé le contact tout au long de son traitement, j'ai ressenti un profond changement en moi. La femme qui était entrée à ce premier rendez-vous d'oncologie 6 mois plus tôt avait disparu, remplacée par quelqu'un de plus fort, de plus clair et de plus certain de ses limites. La transformation n'avait pas été facile. Il y avait encore des nuits où je me réveillais en sueur froide, terrifié par des bips de moniteurs fantômes. Il y avait encore des moments où je me surprenais à prendre mon téléphone pour partager des nouvelles avec mes parents ou ma sœur avant de me souvenir de notre arrangement. Le deuil de ces relations perdues venait par vagues, parfois quand je m'y attendais le moins. Mais à côté du deuil, il y avait quelque chose de nouveau, un sentiment de liberté et d'estime de soi que je n'avais jamais vraiment connu auparavant. Fixer des limites n'était pas égoïste, comme on m'avait conditionné à le croire. C'était un acte d'auto-préservation et, dans ce cas, un acte de protection pour mon enfant. Sous la médiation attentive de grand-mère Éléonore, j'avais établi un contact limité et structuré avec mes parents. Ils avaient finalement remboursé la plupart des fonds détournés, bien que la relation soit restée fragile et soigneusement encadrée. Nos interactions étaient entièrement axées sur le bien-être de Léa, avec des attentes et des conséquences claires établies à l'avance. Ma sœur Vanessa est restée absente de nos vies. Suite à l'annulation de son mariage et à la révélation de ses manipulations financières, elle avait déménagé à Los Angeles pour relancer sa carrière artistique, selon ma mère. Je ressentais son absence à la fois comme une perte et, si j'étais honnête avec moi-même, comme un soulagement. Le développement le plus surprenant a été la communauté qui s'est formée autour de nous pendant la crise. Les parents du groupe de soutien étaient devenus des amis chers. Le personnel de l'hôpital, en particulier l'infirmière Sophie, continuait de prendre des nouvelles de Léa même pendant ses phases de traitement ambulatoire. Mes collègues avaient maintenu leur soutien tout au long, avec des arrangements flexibles alors que je retournais progressivement au travail à temps partiel. La fondation que j'avais créée pour les familles confrontées au cancer infantile avait dépassé mes attentes. En utilisant mon expertise financière, j'avais développé des ateliers sur la littératie financière en cas de crise médicale, aidant d'autres parents à naviguer dans l'intersection complexe de la maladie grave et de la survie économique. Ce qui avait commencé comme un moyen de canaliser ma colère avait évolué en une véritable vocation, une façon de transformer notre douleur en but. Un soir, alors que Léa et moi étions assises sur le balcon de notre appartement à regarder le coucher de soleil, elle a posé une question qui m'a prise au dépourvu. « Est-ce qu'on va s'en sortir maintenant, maman ? » Juste nous deux. J'ai regardé ma fille, observant la nouvelle sagesse dans ses yeux. La vieille âme qui avait toujours été là, mais qui était devenue en quelque sorte plus prononcée à travers sa souffrance. Nous allons plus que nous en sortir, lui ai-je dit honnêtement. Nous avons trouvé notre vraie famille, Léa. Certains nous sont liés, comme arrière-grand-mère Éléonore. D'autres nous ont choisis, comme Chloé, Ryan et Sophie. La famille, ce n'est pas toujours ceux avec qui tu es né. Parfois, ce sont ceux qui se tiennent à tes côtés quand tout s'effondre. Léa a hoché la tête, pensive. Avant, j'étais triste que papy, mamie et tati Vanessa ne viennent pas me voir à l'hôpital. Mais ensuite,
j'ai réalisé que notre chambre était toujours pleine de gens qui voulaient vraiment être là. C'est très sage, dis-je, une fois de plus émerveillé par sa perspicacité. Tu sais ce que j'ai appris d'autre, a-t-elle continué en jouant avec le bracelet d'amitié qu'une de ses camarades de classe lui avait fabriqué. J'ai appris que parfois, il faut laisser partir quelque chose pour obtenir quelque chose de mieux. Je l'ai prise sur mes genoux. Cet enfant qui m'avait appris plus sur le courage et la résilience que quiconque n'aurait jamais pu le faire. C'est exactement ça, ma louloute. Parfois, perdre des gens, c'est se gagner soi-même. Et ce n'est pas une perte du tout. Nous sommes restés assises dans un silence confortable alors que le soleil plongeait sous l'horizon, peignant le ciel de nuances de rose et d'or. Dans le calme, j'ai réfléchi au cadeau inattendu qui avait émergé de notre crise, la clarté sur ce qui comptait vraiment. La liberté des obligations qui ne nous avaient jamais servi et une vie désormais alignée sur nos valeurs les plus profondes. Le voyage avait été incroyablement difficile. Mais en tenant ma fille en voie de guérison dans mes bras, je savais avec une certitude absolue que nous en étions sortis plus fortes. Nous avions perdu une famille, mais nous nous étions trouvés. Et dans cette découverte, nous avions trouvé une résilience et une capacité de joie que personne ne pourrait jamais nous enlever. Le week-end suivant, nous sommes allés à la plage pour la première fois depuis le diagnostic de Léa. En la regardant patauger prudemment dans les vagues douces, ses cheveux commençant à repousser en touffes douces sous son chapeau de soleil, j'ai fait une promesse silencieuse à nous deux. Nous construirions une vie remplie de gens qui se présentent, qui restent, qui aiment, sans condition ni attente. Nous créerions la famille que nous méritions, liée non par l'obligation, mais par le choix, le respect et une attention sincère. Regarde, maman, a appelé Léa, brandissant $1 des sables parfaits. Il est entier, pas cassé du tout. Comme nous, ai-je pensé. Pas cassé, juste transformé. Avez-vous déjà dû prendre une décision difficile pour vous protéger ou protéger quelqu'un que vous aimez de votre famille? Qu'est-ce qui vous a aidé à trouver la force de fixer ces limites? Je serais très reconnaissante si vous partagiez vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Votre histoire pourrait être exactement ce que quelqu'un d'autre a besoin d'entendre aujourd'hui. Si cela a résonné en vous, merci de liker et de vous abonner pour soutenir d'autres personnes qui traversent des épreuves similaires. Rappelez-vous, parfois la famille que nous choisissons est plus importante que la famille dans laquelle nous sommes nés. Merci d'avoir écouté mon histoire.